Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Chers membres distingués du club The Mérode, distingués invités et amis, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui avec vous tous. Merci de me donner l'opportunité de partager cette approche singulière sur divers aspects de la vie qui vont de la spiritualité à l'économie, guidés par ce concept transformateur que mon cher ami Satish Kumar et moi-même partageons, l'écologie révérentielle. La révérence est un acte conscient de reconnaissance et de gratitude envers chaque manifestation de l'existence. Imaginez, regarder un arbre et non seulement voir ses feuilles et ses branches, mais ressentir l'énergie vitale qui circule en lui. Comprenant qu'il fait partie de la même énergie qui nous soutient tous, c'est cela l'écologie révérentielle. Cette approche va au-delà de la simple durabilité. C'est un appel à reconnaître et honorer la connexion intrinsèque entre tous les éléments de la création. The Mérode, qui se définit comme un espace pour découvrir, contribuer et s'élever, nous offre aujourd'hui l'opportunité d'engager un dialogue profond sur la connexion entre l'humanité et la nature. Dans le même esprit, l'écologie révérentielle vise à inspirer un changement profond en encourageant la création de communautés conscientes et engagées envers leur environnement social et naturel. Au milieu des crises politiques, environnementales et sociales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, j'aimerais explorer la racine de ces défis et examiner comment la société industrielle moderne, dans sa quête du progrès, a contribué à la problématique actuelle. Oui. Au cœur de la crise multidimensionnelle que nous traversons et qui menace même de nous entraîner vers un conflit mondial, je vois l'influence de certaines lignes de pensée dont la philosophie du doute méthodique et de la dualité imprégnée notre perception du monde. La séparation entre l'esprit et la matière et le doute constant sur l'existence ont créé une société qui, malgré ses progrès technologiques, a perdu le lien avec la nature et le lien entre ses membres. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter aujourd'hui une perspective moins cartésienne dans laquelle la spiritualité n'est pas en conflit avec la science. Au contraire, elle se complète en nous et ne nous limiterons pas aux idées, mais je vous montrerai également, si je peux, une expérience réelle basée sur cette nouvelle sensibilité. En Occident, nous avons été éduqués dans une culture qui valorise la rationalité et la science. Mais dans notre désir de comprendre la nature, nous oublions parfois la connexion spirituelle qui existe entre toutes choses. En tant que Swami hindou, né en Europe, ma vie a été un pont entre deux mondes, entre deux philosophies convergentes dans la recherche de l'harmonie, de la compassion et du respect envers toute forme de vie. Je considère qu'il est nécessaire de redéfinir notre relation avec la nature. Il nous faut remettre en question l'idée que la nature peut être utilisée, forcée et abusée comme une esclave et proposer un changement d'orientation de la propriété vers la réciprocité et de l'utilitarisme vers la révérence. L'écologie révérentielle ne repose pas sur la peur, mais sur l'amour. Un amour profond envers toute forme de vie et une connexion consciente avec le réseau de l'existence. Cette conception transcendante transcende les frontières culturelles et religieuses. Elle n'est pas non plus exclusive à une croyance, mais plutôt un appel universel à reconnaître la sacralité de la vie sous toute forme, sous toutes ses formes. Ainsi, l'écologie révérentielle devient un pont entre l'Orient et l'Occident, entre l'ancien et le contemporain. Quels seraient les principes fondamentaux de l'écologie révérentielle? Il y a sûrement de nombreux principes qui pourraient être énumérés, mais je n'en citerai que quelques-uns pour servir de référence et de réflexion. Reconnaissance de l'interconnexion
L'écologie révérentielle reconnaît que la nature fonctionne comme un système interconnecté et complexe, où chaque composant des organismes les plus petits aux écosystèmes les plus vastes influence les autres. Par exemple, l'extinction d'une espèce peut avoir des effets en cascade sur tout l'écosystème, altérant la dynamique des populations, la disponibilité des ressources et même la santé générale de l'environnement. Si nous comprenons et respectons cette interconnexion, nous pouvons prendre des décisions plus informées et responsables qui favorisent la santé, la durabilité de l'ensemble du système naturel. En deuxième lieu, valorisation de la vie intrinsèquement. Au cœur de l'écologie révérentielle se trouve l'idée que toutes les formes de vie ont une valeur inhérente et une dignité, indépendamment de leur utilité pour les êtres humains. Ce point de vue défie la vision anthropocentrique qui a tendance à voir la nature comme une ressource exploitable pour satisfaire nos besoins. Au lieu de cela, elle plaide en faveur d'un respect profond et d'une appréciation de la diversité et de la beauté de la vie sous toutes ses formes. En reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque être vivant, nous cultivons une attitude d'humilité et de révérence envers la nature, ce qui nous motive à protéger et à préserver la biodiversité de la planète. En troisième lieu, la relation d'amitié. L'écologie révérentielle propose une relation d'amitié avec la nature, basée sur l'empathie, le respect mutuel et la réciprocité. Avec cette mentalité sensible, nous nous engageons à prendre soin et à protéger notre environnement comme nous le ferions avec un ami véritable, c'est-à-dire en reconnaissant que nos actions ont un impact direct sur la santé et le bien-être de tous les êtres vivants. Apprentissage comme quatrième lieu, apprentissage connu de la nature. Ceci nous invite à apprendre de la nature en observant ses schémas, cycles et processus pour inspirer des solutions créatives et durables à nos défis les plus pressants. Grâce aux leçons que la nature nous offre, nous cultivons une connexion plus profonde et une appréciation pour le monde naturel qui nous inspire à vivre en harmonie avec lui. En cinquième lieu, biomimétisme et conception durable. Le biomimétisme est un concept fondamental dans l'écologie révérentielle qui plaide pour la conception de systèmes et de technologies inspirés par les principes et les schémas de la nature. En adoptant le biomimétisme, nous pouvons non seulement créer des produits et des processus plus efficaces et durables, mais renforcer également notre connexion avec le monde naturel et honorer sa sagesse et sa beauté inhérente. En sixième lieu, adoption de la révérence et de la gratitude. La révérence et la gratitude sont des qualités essentielles dans l'écologie révérentielle, nous invitant à reconnaître et à célébrer la beauté, la complexité et la générosité de la nature. En adoptant cette attitude, nous renforçons notre connexion émotionnelle et spirituelle avec la nature, ce qui nous inspire à vivre en harmonie et en équilibre avec le monde qui nous entoure. 7. Conscience de l'interdépendance, comme dit très souvent Satish Kumar. L'écologie révérentielle nous rappelle que toutes les formes de vie sont interconnectées et dépendent les unes des autres pour leur survie et leur bien-être. La conscience de l'interdépendance nous aide à cultiver un sentiment de responsabilité et de soin envers toutes les formes de vie. Nous reconnaissons que notre destin est inextricablement lié à celui des autres êtres vivants et de la planète dans son ensemble. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer une partie de mon intervention à vous montrer un exemple pratique de l'écologie révérentielle de nos jours, le Campus FI, un lieu en Estrémadure, en Espagne, où nous cherchons à rétablir cette connexion perdue là-bas. Nous nous efforçons de vivre en harmonie avec la nature, non pas comme des conquérants, mais comme des gardiens et des co-créateurs. Nous adoptons des pratiques qui honorent la terre de la manière dont nous obtenons notre nourriture, à la façon dont nous gérons les ressources, sans oublier l'équilibre de chaque individu et sa relation avec l'esprit. En janvier 1993,
a été créée la Fondation de l'environnement, de laquelle je suis vice-président. Et en 2009, la Fondation FI, dont je suis le président actuellement. Je mentionne ceci car auparavant, les équipes des deux fondations pensaient déjà avec inquiétude au scénario incertain que l'avenir nous réservait tous en termes environnementaux si nous ne passions pas rapidement des paroles à l'action. C'est pourquoi nous nous sommes mis au travail en développant divers projets, soit en solo, soit en collaboration avec d'autres entreprises et institutions, même publiques, liées à l'environnement. Par exemple, des projets pour l'établissement d'écosystèmes lagunaires, le traitement des eaux usées par des moyens naturels, la phytodépuration, le recyclage du mobilier urbain en utilisant du bois plastique recyclé, la récupération des écosystèmes sous-marins en concevant et conseillant la création de récifs artificiels, l'utilisation et l'autoconsommation d'énergie renouvelable, etc., etc. Ensuite, naturellement, nous nous sommes également préoccupés de l'éducation et de la coopération pour le développement durable, tant à un niveau local comme national comme international. Bien que nous estimions que de nombreux domaines nécessitaient une action immédiate et que l'énumération de ces domaines aujourd'hui puisse sembler superflue, il a fallu attendre jusqu'à 2015 pour que les 193 pays membres des Nations Unies s'engagent à réaliser les 17 objectifs de développement durable, qui composent ce qu'aujourd'hui on connaît comme l'agenda 2030. Je dis ceci car l'urgence climatique actuelle oblige tous les secteurs de notre société à repenser nos plans de travail pour intégrer l'action climatique dans les projets, les investissements et la communication avec leurs bénéficiaires. Nous ne sortirons de cette crise qu'avec l'engagement et l'action de tous. Les impacts du réchauffement climatique et de la crise climatique touchent tous les secteurs dans lesquels les fondations, les entreprises, les universités et l'administration sont présentes, que ce soit dans la promotion de la santé, la promotion de l'insertion professionnelle des personnes en situation de précarité sociale, au travail, dans le secteur culturel, dans l'éducation ou dans la recherche. Après, une autre entreprise a été créée, FIGAIA, comme élément stratégique pour développer ce campus FI, le projet le plus important de notre fondation, que nous présentons brièvement aujourd'hui comme point culminant de tout le travail réalisé précédemment. Campus FI a été conceptuellement constitué comme un ambitieux et innovant système de gestion écologique et développement intégral en milieu rural, dont l'objectif était d'aborder dès le départ 5 scénarios encore en cours. En premier lieu, améliorer le bien-être des personnes vivant dans cet espace et de celles qui sont dans leur environnement immédiat. Protéger et conserver les ressources naturelles et environnementales ainsi que le patrimoine culturel du lieu du projet. Assurer l'accès à une alimentation avec une production agricole durable, créer un modèle exportable ou réplicable au profit de l'humanité, élargir la conscience globale des personnes pour mieux apprécier et valoriser la vie. En fin de compte, l'objectif final est d'améliorer la qualité de vie des sociétés principalement rurales, c'était notre objectif, et de préserver l'environnement. En ce qui concerne l'innovation et la numérisation, Campus FI est un espace domotisé dans lequel diverses technologies intégrées sont orientées vers le contrôle et l'automatisation intelligente de chaque bâtiment afin que tous les éléments assurant la qualité de vie de ses habitants fonctionnent de manière conjointe, efficace et optimisée. La réalisation de ces objectifs n'est pas une tâche facile, et moins encore pour une communauté monastique, parce que c'est nous qui se sommes mis à ça, et nécessite une nouvelle approche dans laquelle le milieu rural doit s'inscrire dans une perspective durable et en cohérence avec ses valeurs sociales et environnementales. Cela implique de valoriser le rôle du monde rural dans la préservation de la nature, de créer une culture de consommation locale, de favoriser les ressources éducatives et de gestion pour une économie durable,
de sensibiliser la société urbaine à l'importance aussi du monde rural. À cet égard, j'aimerais brièvement partager avec vous une présentation de notre projet que je commenterai un petit peu, étape par étape. Important that theory which finds no practical application in life is an acrobatics of thoughts. Bon. Sur les images de l'ensemble, vous dire qu'on est placé à Caseres, notre projet antérieur se trouvait à Valencia, mais maintenant on a cherché pendant 8 années, ça n'a pas été facile de trouver finalement un lieu convenable, parce que ça devait être un lieu où tout notre entourage devait être des parcs naturels. Et en même temps, un lieu dans le contexte rural qui accepterait de recevoir un projet comme celui-ci qui impliquait un impact depuis le premier instant. Malgré qu'on soit des moines et des nonnes, il faut tenir compte que l'impact du projet était très important. Et on est en cours de continuer à exécuter les bâtiments qui vont venir pour développer le projet Université de la Conscience et les grandes salles de méditation. Donc, sur les images de l'ensemble, vous pouvez voir, on peut voir une architecture organique qui est adaptée à la topographie du terrain. C'est ce qu'on appelle de l'architecture organique, et des toitures végétales et des façades spéciales, Nauf, qui sont venues de l'Allemagne et qui réduisent l'inertie thermique. Là, vous voyez un peu plus le contexte plus ample. Afin d'orienter l'intérêt des personnes qui nous visitent vers l'environnement naturel, les espaces intérieurs sont peu chargés. On a réutilisé pour cet espace, pas un seul camion est sorti pendant les travaux pour amener l'excédent des espaces, pour sortir cela et l'amener pour le jeter ailleurs. Donc on a récupéré toutes les pierres du terrain, on a tout nettoyé, tout a été récupéré dans notre espace. Donc afin d'orienter l'intérêt des personnes qui nous visitent vers l'environnement naturel, les espaces intérieurs sont peu chargés esthétiquement. Notre concept de durabilité avancé nous a amené à n'utiliser que des ingrédients et des composants biodégradables et respectueux de l'environnement, ainsi que des emballages recyclables très innovants pour les produits de nettoyage général, la blanchisserie et d'hygiène personnelle. Notre fournisseur est notamment le groupe Werner Metz, un véritable pionnier dans l'économie circulaire au sein et en dehors de son secteur. L'Université de la Conscience, il s'agit d'un projet d'éducation et de formation qui, comme objectif principal, a la promotion des valeurs universelles centrées sur la connaissance de soi et la transcendance et par conséquent sur le développement de la conscience et de la durabilité de l'équilibre corps, esprit, environnement. L'élément transversal de toutes ces activités est la promotion de la connaissance de soi pour le développement de la conscience. L'Université de la Conscience organise ses activités en 2 écoles. L'école de Yoga Vedanta et Méditation, l'école de la Conscience, et les 2 programmes singuliers, Sharing Wisdom, an Act of Love, en partageant la sagesse, un acte d'amour, et le Campus Vie en lui-même, que c'est un Global Sustainable System Program. Voilà. Sensibilisation écologique de nos clients et visiteurs par le biais de visites guidées, même de la secrétaire d'État. Je la vois là dans l'image. Gestion intégrale de l'eau, gestion intégrale du cycle de l'eau et des déchets, gestion des eaux grises et noires séparément dans tout le complexe, à travers des systèmes de phytodépuration que vous allez pouvoir voir maintenant. Donc ça, c'est les eaux grises que l'on voit maintenant. Les eaux grises arrivent dans la phytodépuration qui finissent dans une lagune
de décantation et que finissent cette eau, quand elle est totalement dépurée, elle finit dans nos potagers. Là, vous voyez la phytodépuration quand elle a commencé à fonctionner et après, quand elle commence à fonctionner, comment les plantes macrophytes commencent à manger et à se nourrir de tous les éléments en suspension. Et ça, c'est la lagune qui a été aussi naturalisée et entourée de fleurs endémiques du lieu. Et cette eau finit dans nos potagers qui nous donnent à manger à la cuisine. De notre côté, il y a les eaux noires, et les eaux noires passent par un système de décantation, d'oxydation. Elles finissent aussi, après un système de d'épuration spécial appelé Medfilter, que 2 universités sont en train d'essayer dans notre campus, finissent dans une phytodépuration, et après, les eaux noires, une fois qu'elles sont dépurées, servent à la réforestation. Donc, lagune de maduration pour l'irrigation des potagers, système avancé de traitement des eaux usées, agriculture biologique, et là vous voyez les différents éléments composés, et cuisine végétarienne et buanderie écologique. Là, on voit les eaux noires, au moment où elles alimentent et nourrissent les plantes macrophytes, elles poussent beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de matière organique en suspension. Et là, vous voyez les eaux noires quand elles rentrent dans le système et les eaux noires quand elles sortent du système avec une phytodépuration naturelle. C'est la première fois qu'on fait ceci dans un projet aussi grand et le résultat, vous n'avez qu'à le voir. Une image vaut plus que 1000 mots. Énergie renouvelable, donc on est complètement une île énergétique, une île du point de vue de la production des aliments, et on est une île aussi du point de vue du cycle intégral de l'eau, de la captation jusqu'au moment où l'on l'utilise, ou dans le potager, ou dans la réforestation. Donc énergie photovoltaïque, solaire thermique, géothermie et biomasse, selon les bâtiments aussi, pour que les gens qui viennent nous visiter puissent se sensibiliser et voir toutes les options en route. Mise en œuvre d'un plan d'innovation dans l'utilisation des matériaux, des technologies, de la domotique et de la gestion des processus, ainsi que dans la conception des infrastructures elles-mêmes, et dans le but d'associer le maximum d'avancées technologiques dans tous les domaines à notre portée, compte tenu de la maintenance, l'importance de considérer la reproductibilité du projet pour le bien des autres, bien sûr, et des générations futures. Donc, une consommation responsable, notre restaurant, la préservation de tous les éléments et la culture avant le projet, la réforestation, qu'on travaille avec d'autres organisations aussi. Et bien sûr, la préservation, dans la mesure de notre possibilité, la protection de l'environnement, préservation de l'écosystème et de sa biodiversité, conservation de la chenille, espèces indigènes et création de réserves microflorales avec l'aide de la Fondation de l'environnement. Toutes les photos que vous voyez ont été prises dans notre propriété. Ça, c'est les biologues, les ornithologues et les botaniques de la Fondation de l'environnement. Après, notre fondation, bien sûr, travaille dans le développement durable aussi à l'extérieur, en Inde, en Afrique, et avec le projet Grand Singe. La collaboration, on a reçu des prix assez importants en Espagne dans le contexte de concept d'établissement durable. On a reçu aussi des subventions de l'Union européenne pour développer le projet, qui se sont bien intéressés à ce que l'on faisait. Et le prix le plus important que notre région offre à un projet durable. Le Campus Phi et sa vision, c'est de devenir to be a sustainable global system where self-knowledge is fostered
and where people are trained to be able to carry out their tasks in complete harmony with themselves and with the environment, while passing on the results of their experience with a view to be exported to other places for the benefit of all humanity and the planet's ecosystems.
Thank you, Swamiji. I was very fortunate to receive the speech in English, and I read it. And I also had a privilege and a pleasure of visiting your ashram, your center, your university. Exactly. And a great example of reverential ecology in practice. Thank you very much. I proposed the title for this talk, these two talks, Reverential Ecology. Because I think that at the moment, most of our ecology is scientific ecology. And I wanted to make a little statement that there is a little bit more than to ecology than being scientific ecology. Now, scientific ecology looks at nature as an object. Yes. An object to study. Reverential ecology does not see nature as an object. It sees it as a subject. And the universe is not a collection of objects, but it's a communion of subjects. That's the difference between scientific ecology and reverential ecology. The moment you have the communion with nature, the relationship with nature, nature and I and you are not separate. When you have nature as an object of study, which most universities do, they study nature as how to use it, how to exploit nature. How can we use forests for our wood and paper and buildings? How can we use oil for our cars and our aeroplanes and our trains? How can we use soil for our food? So it's nature separate, human separate, and nature is object of study. You learn about nature. In scientific ecology, you learn about nature. In reverential ecology, you learn from nature. See the difference? Just focus on this. When you are studying about nature, nature is an object. When we are learning from nature, nature is your greatest teacher. My mother used to say that Buddha, the great teacher of India, the Buddha, he got enlightenment while sitting under a tree. He was contemplating on the tree, how the tree had grown out of the soil, and with the rain, and with the sun, and with all the elements of air and water. It's all part of creation. And then that tree has fruit and flowers and leaves, and they go back into nature. And we are all made of the same elements. That interconnectedness of all living beings makes ecology reverential ecology. When you have scientific ecology and you study about nature, you see how nature is only a means to an end. An end is human grandeur.
human greatness. Human beings are somehow superior to nature. We value nature only in terms of nature's usefulness to humans. And not even humans, nature's usefulness to the economy. Nature becomes simply a resource for the economy. Even humans are a resource for the economy in the scientific and materialistic world. Humans are a resource for the economy. This morning, I was at EU, in the kind of belly of the beast. And one of the members in the audience, they were very good people, and had a wonderful time, and they had a very good response. I was delighted. I was honored that I was invited to speak at the headquarters of the EU. But one of the person in the audience said, I am working for the HR department. And I said, HR is a questionable word. HR stands for human resources. So humans are a resource for running an organization. Organization, business, industry, government, corporations, they are the end goal. And humans are just resource for managing and running an organization. So nature has become a resource for the economy, a means to an end, and humans have become a resource for the economy. We are just a means to an end for corporations, for business, for industry, for organizations running those bureaucracies and all that, profitability and all that. So if you are no good, you are fired. You are hired and fired. But not human, you are just an instrument, a tool for making profit. So I said to this wonderful, she was a wonderful lady. I mean, I don't misunderstand me. I had a great respect for her, and she was very positive, very responsive. But I said to her, the term HR, not for human resources, from human resources to human relationship. Everything changes. You are here for human relationship. Every organization, every government, every business, every industry, every corporation, we are all there for human relationship, human friendship, human caring, human sharing. Organizations is a resource for human well-being. Turn it around. Turn it around. Organization is a resource, and humans are the ultimate goal. The moment you have that thinking, then human well-being and well-being of planet, well-being of nature, well-being of ecosystem becomes the central thinking. So reverential ecology sees nature and humans as one, but sees nature as sacred. The materialistic worldview says nature is machine. Nature is a commodity. Forests are a commodity. Food is a commodity. Animals are commodity. Land is a commodity. You buy, you sell, it's a market value, it's a commodity. In reverential ecology, nature is a community. You shift from commodity to community. It's a big change. Nature is a living organism. Nature is intelligent. Nature is soulful. Nature has spirit. The scientific ecology looks at the earth
It's a dead rock. Earth is a dead rock. But reverential ecology will say Earth is a living organism. Some of the scientists are catching up. Some holistic scientists who teach at Schumacher College, like James Lovelock, Lynn Margulis, Fritjof Capra, David Bohm, Vandana Shiva, and there are many others who have seen nature as a living organism, and Earth as a living organism, and not a dead rock. But the scientific ecology, traditionally, conventionally, sees nature as a machine. Mechanistic science, the scientific ecology sees things in a mechanistic way, machine. Even human body is a machine. Cartesian thinking is that nothing exists which cannot be measured. That's a true meaning of materialism. Materialism says only what exists is matter. Actually, the scientific ecology goes against science itself, goes against evolution, goes against Big Bang. Scientists don't understand their own science. In the beginning of the time, Big Bang, there was not just matter. It was a matter and energy. And scientists have forgotten the meaning of energy. They only think energy means oil and gas and light and so on. But actually energy, that's animating. Energy animates. Anima mundi. We are animated with our energy, life, soul. I'm speaking to you. There's energy there. That's a spirit. Just body is not. Body is matter. But what is animating, the anima, that's soul. That's where the reverence comes from. So nature is holy. Nature is sacred. Nature is alive. Nature is divine. We follow the Indian philosophy. And Indian philosophy is based on Upanishads, which says in Sanskrit, Isha Vashyamidam Sarvam. Everything what you see, and even what you don't see, all existence is home of the divine. In the Indian philosophy, God is not a human being behind the clouds, somewhere in heaven, created the world in 7 days, and then went to sleep. In Indian philosophy, God is present. God is not a human being. God is that energy, that spirit, that consciousness, that divinity, that sacred quality. Life is sacred. And you have love for life. You have a reverence for life. Wow, life, that's miracle. That's magic, this exuberance, there's a kind of energy. That's a reverential ecology. So I would like you today, in this, the Marod Club, wonderful club, gathered together, more than 200 people here. Let's start a new way of looking at the world. Not as an object, but as a communion of subjects. And the moment you have that perspective, you will start to love nature. You will start to protect nature. You will say, how can I contaminate nature? How can I pollute my oceans? How can I put my sewage in the river? How can I put chemicals in the soil? How can I do that? Nature is sacred. And this nature has to maintain life for millions and millions and millions of years to come. Our economy, the economy of nature,
There's the industrial economy, and there's the economy of nature. The economy of nature has lasted for 14 billion years from the time of the Big Bang and has maintained life, animal life, plant life, bird life, human life, all life has been maintained for billions of years. And this life has to be maintained for the next billions of years. But the way we are treating our earth, the way we are polluting our oceans, the way we are putting carbon in the atmosphere, it's not going to last forever. My friend Pablo is talking about collapsing systems, collapsology. This is going to collapse. It's not going to last. If we go on treating our earth like this, just a matter, and no consciousness, and no life, and no energy, and no spirit, and no soul, and no reverence. Just a kind of momentary use for our grandeur, so that we can have more aeroplanes, and we can have more cars, and we can have more computers, a few years. And then what? What kind of legacy are we going to leave for our future generations? Polluted planet. We have inherited from our ancestors, from our indigenous people, and our animal world, we have inherited this beautiful planet, gorgeous planet. We need to be grateful. Gratitude brings a reverential ecology. Gratitude to the earth. Thank you, earth, for feeding us for millions of years. Thank you, water, for quenching thirst of every single being without any discrimination. Thank you. Thank you, fire, for keeping us warm and giving us light. The sun. In our body, we have 70% water, and water and fire live together. What a miracle. Fire and water in our body. Thank you. That gratitude. We have forgotten that gratitude in our egocentric humanity, that we humans are so superior, so special, so above nature. We can use nature as we like. The 80 million species on earth are just there to serve one species, human species. So reverential ecology brings out our humility, our gratitude, our reverence for life. And then nature will feed us, bring us beauty, bring us air, fire, water, food, flowers, everything nature will bring. Rainbows, everything nature will bring. Nature's here for everyone, not just for industrial development, but for every living being. Nature's here. So let's be human. And to be human is to be humble. Humility and humanity come from the same root, same word, humility and humanity. And you know where human word comes from? Human word comes from humus. And humus means soil. So human beings, all of us are soil beings. Can you remember that? Your body is a soil transformed. The food we are eating is soil transformed. The clothes we are wearing is soil transformed. We are soil beings. And so let us have a bit of humility and have a reverence for nature, love for nature, respect for nature, celebrate nature, and not use it, exploit it, pollute it, waste it, contaminate it, as our civilization is doing. We call ourselves civilization. When Mahatma Gandhi was asked in England, he was visiting for a round table conference, and said, Mr. Gandhi, you have come to the West. We are such a civilized people. What do you think of our Western civilization? And Mahatma Gandhi said, it will be a good idea. Are you civilized? We think we are educated, civilized, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, big universities. We have PhD, MA, all degrees. We are engineers, doctors, this, that, and the other. I think we need to be human first and live in harmony with nature and live in harmony with each other.
What are we doing in Ukraine? What are we doing in Gaza? What are we doing in Afghanistan? What are we doing to the oceans? What are we doing to the forest? What is happening in Amazon? And we call ourselves civilized. And we, America, Europe, so wonderful. I think we need humility. And we need to start with reverence for human life. Reverence. There's no cause good enough in the whole world for which I can kill any human beings. No cause. No nationality, no religion, no flag. Nothing is good enough for me to kill a human being. That's a reverential ecology. There's no cause good enough to destroy our rainforests. No cause. No economy is good enough to pollute our rivers and waters and oceans. They are sacred. We have to be humble to learn it. I can go on. I'm repeating myself again and again, but it needs repeating because we have forgotten it. Thank you for coming, and thank you, Swamiji, for your wonderful project. Thank you. 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 Swami, would you like to add something or? Only, Only one seulement word. dire une petite chose, mais j'ai oublié. Ça nous arrive. Hein? Donc, simplement remercier à tout le monde, remercier au Club de Mérode. Et on est très content. Et tout commence par deux amis qui se mettent ensemble et commencent à parler. Hein. C'est comme ça qu'on fabrique la bombe atomique, mais aussi le campus Phi. Donc, je vous dis, n'hésitez pas, comme Satish nous dit, d'avancer. Chacun doit faire ça à sa manière, vous savez. On ne peut pas. Et une chose intéressante que Pablo dit, Pablo Servigne, c'est qu'il faut arrêter de vivre dans l'espoir. Je pense que je ne me trompe pas. Et il faut cheminer vers l'espérance. L'espérance nous offre un chemin plus ample. Il faut croire que la possibilité de vivre un monde plein d'harmonie est possible. Parce que pourquoi on a accepté si facilement que la catastrophe est possible? Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Swami. Merci à tous. Thank you. 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 Thank you.